Camarades, le podcast. Premier podcast avec des débats et des discussions entre camarades de toute la gauche. La camaraderie nous invite à discuter, à parler ensemble, dans la franchise et dans le respect. Bonne écoute. Bienvenue dans ce 3e épisode de Camarades le podcast et avec moi aujourd'hui Pascaline, Rémi, Cyrine et Axel. Alors on a beaucoup de choses à parler, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va commencer par notre première partie, c'est une partie un petit peu rituelle où on se pose des questions entre nous et on a fait le choix de réagir aux phrases qui ont fait polémique et qui ont fait parler ces derniers jours. Alors on va commencer par Pascaline et je vais commencer par le numéro 1, c'est plus simple avant que tu choisisses une question pour un autre camarade. Je vais te la poser, je vais te demander de réagir. C'est une phrase attribuée à Karim Bouamrare, le maire de Saint-Ouen, PS, qui parle de la promesse républicaine qui se délie, et il dit, ouvrez les guillemets, pour certains, la République ne représente plus rien. Fin de citation. Bonjour Pascaline, et est-ce que tu peux réagir sur cette phrase ? Bonjour. Alors à chaud là comme ça, j'ai pas le contexte dans lequel a été dite cette phrase. La République ne représente plus rien pour certains. Donc je ne sais pas de qui il s'agit quand on parle de certains. Néanmoins, je pense que c'est peut-être une phrase un peu caricaturale qui peut-être c'est dans le contexte. C'est dans le contexte, si t'as peu t'éclairer, ouais. C'est dans le contexte par rapport aux émeutes et par rapport à tout ce qui s'est passé dans les quartiers récemment et la mort de Naël. Oui, tu as raison. Oui, il vaut mieux contextualiser un petit peu, tu as raison. Ouais, je me doutais bien que c'était dans ce contexte-là, mais du coup, le certain, est-ce que c'est, ça pouvait très bien être, ça peut être des politiques, ça peut être des émeutiers, ça peut être pas mal de choses. Alors, la République, elle peut aussi prendre son sens de manière aussi peut-être différente selon les personnes. Je suis pas sûre que la problématique elle se situe au niveau de qu'est-ce que représente la République pour certaines personnes ou pas, et en particulier si si le certain représente les personnes qui ont participé à des manifestations de manière violente. Bon, je suis pas sûre que la question elle soit là en fait, de ce que ça représente ou pas cette fameuse République. Je crois que le mouvement est quand même au-delà de ça en fait vraiment hyper grave dans ce que ça veut dire, dans ce que ça signifie, dans la manière dont tout ça est vu, a été géré. Ça crée beaucoup de malaise. Alors je crois pas que ce soit une question de République ou pas de République en fait, de ce qu'elle représente ou pas, mais plutôt de comment on veut faire société ensemble et qu'est-ce qu'on a permis ou pas permis, comment on a pu en arriver là, comment est-ce que l'étincelle qui a fait qu'on a eu ces manifestations, qu'on a encore ces manifestations, qui est la mort de Naël de manière absolument catastrophique et qui dénote une violence extrême dans les cités, dans la manière dont cet enfant a été appréhendé de la situation qui en l'espace de 2 secondes échappe à toute rationalité, et derrière comment ça embrase complètement tout un pays. C'est au-delà même de la situation des quartiers ou pas des quartiers. Alors il y a des émeutes qui sont totalement à condamner et qui sont condamnables, et au-delà de ça, il faut quand même se poser la question, au-delà de la République et de ce qu'elle représente, de pourquoi est-ce qu'on en arrive là, et de surtout comment est-ce qu'on on recrée du lien, comment est-ce que on fait que une situation ne s'embrasse pas à ce point en fait. Moi je vis à Marseille. À Marseille, il y a eu ces émeutes, elles ont eu il y en a eu partout, mais elles ont eu aussi cet accent un peu particulier d'une situation qu'on a l'impression de pas pouvoir contrôler. Et c'est là où effectivement, dans une république, on doit pouvoir arriver à rationaliser les choses. Et pourquoi est-ce qu'elles ne sont plus rationnelles ? Où est la limite ? Comment on la met ? Comment on gère une situation pareille ? C'est compliqué. Donc moi, je dirais pas que la République, elle n'existe pas pour certains. En fait, ça, je trouve que
c'est plutôt au-delà de la République. C'est aussi ses promesses. Qu'est-ce que la République doit aussi à toutes et tous, nos principes, liberté, égalité, fraternité, à quel point ces principes doivent être respectés et doivent avoir du sens. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut interroger le sens qu'on donne à notre devise liberté, égalité, fraternité, dans le sens où, eh bien, on sait à quel point dans certains quartiers le mot égalité est devenu compliqué. L'égalité, ce sont les services publics, c'est l'éducation également. Et si on n'a pas les mêmes droits, à un moment donné, c'est là où le déséquilibre se fait et puis peut se faire à tel point qu'aujourd'hui on en arrive à des situations absolument catastrophiques. Je trouve pas que ce soit une phrase moi que j'aurais pu dire, mais je peux la comprendre, mais je crois qu'elle représente pas vraiment le moment. Merci Pascaline. C'est vrai que c'est assez intéressant qu'on puisse parler de ce genre de choses, et il faudra parler très certainement de République dans un prochain épisode parce que c'est un vaste sujet très intéressant. Je vais te demander de choisir maintenant un numéro entre 2 et 10 et ce sera pour Rémi. Eh bien, on va dire 5. 5. Alors, pour Rémi. Bonjour Rémi déjà. Alors la 5, c'est une phrase qu'a prononcée Fabien Roussel qui dit, et j'aimerais te faire réagir sur ce sujet-là, qui dit Fabien Roussel: je me désolidarise totalement des propos de Jean-Luc Mélenchon et de certains de ses députés qui ont refusé d'appeler au calme. C'était notamment face aux émeutes et à ce qui s'est passé en France. Qu'est-ce que t'inspire cette phrase? Bon, est-ce que déjà vous m'entendez bien là? Très bien Rémi. Moi, ce sont des échanges qui en général, les petites guéguerres entre Jean-Luc et Fabien m'intéressent pas. Je vais vous dire quelle a été ma position vis-à-vis des émeutes. Je n'ai pas eu le réflexe bourgeois qui, dans les 5 premières secondes où il y a eu les émeutes, appelait au calme. Non, je vous le dis, je n'ai pas eu ce réflexe-là de tout de suite appeler au calme. Victor Hugo, il dit quelque chose de très intéressant à propos des émeutes, et c'est une phrase que je dis partout maintenant, c'est de dire que l'essence des périodes un petit peu révolutionnaires ou des émeutes, on ne sait pas si c'est une période révolutionnaire, là je ne crois pas, mais enfin, c'est que la forme est souvent mauvaise et le fond bon. Le fond est bon. C'est-à-dire que les émeutes, elles ne sortent pas de nulle part. C'est un moyen d'expression politique qui est tout à fait regrettable sur bien des aspects parce qu'il y a des commerçants, parce qu'il y a des voitures qui sont brûlées alors que ce sont les voitures des mamans qui travaillent, qui s'occupent de leurs enfants, on est d'accord. Mais là, on est en train de criminaliser ce qui s'est passé. Alors que le problème, il est structurel et il part de quelque chose, c'est une bavure policière. Donc le sujet, c'est pas les émeutes, le sujet, c'est la question de la police et de la République. C'est de dire aujourd'hui, et tu disais qu'il fallait avoir un épisode sur la République, tu as tout à fait raison, c'est que la République, elle a été trahie par des responsables politiques parce qu'ils n'ont pas continué d'appliquer sa promesse. La République, c'est qu'une idée, initialement. C'est une grande idée, une grande utopie. Quand on lit le préambule de la Constitution de 1946, on se dit, waouh, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à la culture, c'est formidable. Le meilleur programme qu'on puisse appliquer, c'est celui du préambule de 1946, qui est toujours dans notre Constitution actuelle. Il y a des responsables politiques qui n'ont plus fait appliquer la promesse républicaine dans certains territoires, dont les banlieues périphériques, notamment à Paris, à Marseille, dans les grandes métropoles. Donc c'est ça qu'il faut pointer du doigt. Moi, je ne serai pas de ceux qui vont tout de suite dire c'est scandaleux. Oui, bien sûr, ce qui s'est passé à l'Aïle-les-Roses, c'est scandaleux. Ce qui s'est passé envers des élus, c'est scandaleux. Et c'est pas ça, je pense, qui va permettre d'avoir un débouché politique intéressant. Mais je n'ai pas ce réflexe bourgeois de tout de suite appeler au calme. Non. Parce que quand on appelle au calme tout de suite, ça veut dire qu'on se met nécessairement en position de contre, c'est pas une révolution, mais j'emploie le terme qui est un peu général, de contre-révolution. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis dans le Cantal. Je peux vous garantir que quand il y a des émeutes, à Paris, les gens, ils sont stressés, ils ont peur, même dans le Cantal. Donc, le discours que je tiens, il est plutôt mesuré à l'égard de camarades du Cantal. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est certain, quand Jean-Luc Mélenchon a dit, il a parlé des médiathèques, je crois, et d'un autre bâtiment, et il a sous-entendu... Les écoles. Voilà. Les écoles. Et donc, ça sous-entendait que le reste, ça allait. C'est vrai qu'en tant que responsable politique, ça, on peut pas le faire. Il faut avoir un discours qui soit plus intelligent. Mais quand Fabien Roussel a dit il faut suspendre les réseaux sociaux, je me suis dit, avec des camarades comme ça, en 1917, la révolution, elle aurait pas fait long feu, quoi. Donc, mais tu vois, tu as raison sur le sujet. Est-ce qu'il n'y a pas deux discours? Est-ce qu'il n'y a pas un discours politique ancré dans le réel, dans les manifs, dans la réalité, comme tu le dis, dans les territoires ruraux, et après des discours un petit peu de salon parisien, tu vois? Je caricature peut-être, mais j'y vais fort, mais tu trouves pas quand même? Si, bien sûr. Mais moi, je le vois depuis que j'étudie à Paris, je vois la différence. Les décisions,
C'est simple, le socialisme, moi je suis au Parti socialiste, je défends le socialisme démocratique, c'est censé être la démocratie partout. Donc dans tous les échelons, la commune, le département, la région, le pays. En l'occurrence, on est dans un système très centralisé à Paris où c'est normal qu'il y ait des émeutes, etc. Les gilets jaunes, c'était la même chose, ce qui s'est passé. Après, le problème des banlieues, c'est qu'en l'occurrence, il y a des gens qui ne sont pas allés casser des trucs pour Naël, c'est certain. Il y a forcément eu des choses qui n'étaient pas là-dedans, mais enfin, on peut pas tout contrôler, on peut pas contrôler, c'était incontrôlable. Donc c'est une expression qu'il faut prendre en compte, qu'il faut parfois condamner parce qu'il y a des dérives. Mais moi, je suis pas le premier à défendre l'intégrité des biens. Vous savez, dans la Déclaration des droits de l'homme, j'ai toujours considéré que la sacralisation de la propriété privée était problématique et je trouve dommage que l'on n'en parle plus de ça. Donc voilà, sur les émeutes, je ne suis ni sur la position de Roussel ni sur Mélenchon. Je dis que il faut être vigilant et que c'est avant tout un problème structurel et politique et que ça sert à rien d'aller faire. Vous avez vu ce qui se passe avec la justice, ils font des condamnations terribles. Ça sert à rien de vouloir faire de la répression à outrance. Ce sont des problèmes structurels et politiques et les premiers responsables sont les personnalités politiques qui ont abandonné la promesse républicaine. C'est pas la République qui les a abandonnés, ce sont les personnes qui sont censées l'appliquer qui eux ne l'ont pas fait. Voilà. Merci Rémi, on reviendra sur les sujets dont tu as parlé parce qu'ils sont assez intéressants sur le droit de manifester. Je pense que toi qui as participé à plusieurs manifestations pendant la réforme des retraites, tu auras des choses à dire sur ce sujet-là. Je vais te demander à présent de choisir un numéro entre 2 et 10, 105, et ça sera pour Cyrine, s'il te plaît Rémi. Le 6. Le 6 pour Cyrine. Alors c'est une phrase, alors ça va te faire réagir, j'en suis certain, c'est une phrase attribuée c'est une phrase attribuée à Bernard Cazeneuve qui dit non, il n'y a pas en France de permis de tuer. C'est Rémi qui a choisi la question. C'est pas moi, mais je pense que c'est bien trouvé. Bonjour Cyrine déjà. Bonjour Cyrine. Bonjour déjà, merci de m'avoir proposé de revenir. J'aime beaucoup la question, le hasard fait très bien les choses. Donc il n'y a pas en France de permis de tuer, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est ça la phrase. C'est ça. Bah je la trouve hypocrite et culottée cette phrase, notamment parce qu'on sait que la loi de janvier 2017 a été portée par qui? Bernard Cazeneuve, et que fait cette loi? Elle autorise les policiers à tirer en cas de refus d'obtempérer. Donc par cette loi, c'est factuel, c'est juridique. Je suis juriste en droit pénal, donc je me permets d'avoir cette analyse-là. C'est tout simplement et tout bonnement une autorisation à la peine de mort sans jugement, sans procédure, sans rien du tout. Donc que cette phrase vienne de Bernard Cazeneuve, je trouve ça extrêmement culotté, comme je l'ai dit, et puis surtout je la trouve aussi opportuniste, c'est-à-dire qu'il voit actuellement que le pays est en train de s'embraser. Et j'assume ce que je vais dire. Bah, justement, lui doit assumer sa responsabilité dans ça. Il fait partie des personnes responsables à mon sens. Et surtout, je la trouve très opportune parce que il fait cette loi-là, puis ensuite, maintenant que ça pète et qu'il dit bon, il essaye un peu de revenir à gauche et il essaye d'exister, bah, il nous sort une phrase comme ça pour faire un peu consensus. J'ai envie de lui dire, il y a 6 ans et demi, t'aurais dû t'en apercevoir avant. Donc je suis assez perplexe quand même. Enfin, je suis même assez scandalisée qu'il ait pu dire une phrase comme ça, sachant que de fait, il a permis ce qui s'est passé à Naël et ce qui se passe très souvent pour plein d'autres Naël, mais qui n'ont pas été filmés. Donc j'appelle à un peu plus de tenue et de correction de sa part et de reconnaître que la loi qu'il a portée avec succès, succès pas forcément positif, mais qui reconnaissent en fait que c'était une erreur et qu'elle devrait être abrogée. Et puis comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, nous c'est une des mesures qu'on porte chez Génération depuis tout ce qui s'est passé, parce qu'on parle énormément de violence policière, on est très transparent. C'est notamment l'abrogation de cette loi-là, qui est, il me semble, l'article 435-1 du Code de la sécurité intérieure, si je ne dis pas de bêtises, bien sûr. Et voilà. Donc c'est bien mignon de sa part de dire des phrases comme ça, mais moi je le tiens responsable de ce qui se passe, parce qu'à l'époque où il était au gouvernement, et même pas que lui, tous à chaque fois, que ça soit lui, Manuel Valls, Pierre-Paul Jacques, c'est que à chaque fois, en gros, une fois qu'ils sont au pouvoir et qu'ils sont ministres de l'Intérieur, en gros, ils oublient qu'ils sont de gauche, j'ai envie de dire. Ils oublient qu'ils sont de gauche et puis ils défendent coûte que coûte les policiers, mais de façon aveugle, en fait. Et moi, c'est ça qui m'énerve. Et lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, puis même Manuel Valls avant lui, ils ont
Ils ont, comme Gérald Darmanin aujourd'hui, hein, ou comme Emmanuel Macron, nié les violences policières en disant qu'ils ne voulaient pas parler de violences policières, que à chaque fois c'est, mais les policiers font un excellent travail. Soit, mais juste, ils n'ont pas été capables de reconnaître les problèmes structurels, les problèmes systémiques qu'il y a. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est notamment de leur faute. Donc, merci Bernard Cazeneuve de ne pas avoir le culot de sortir des phrases comme ça. Je suis très cash, hein, je pense que tu commences à t'habituer, mais vraiment, ça m'énerve vraiment de savoir qu'il a pu dire ça. Alors que, bien sûr, c'est logique, oui, il n'y a pas de permis de tuer, mais de facto, c'est lui qui l'a instauré, quoi. Est-ce que tu aurais maintenant, et ça sera pour Axel, le numéro entre 2 et 10, 105 et 6? 8. Le 8. Ah, c'est ça. Alors ça, c'est une phrase qui a fait beaucoup débat, mais vous faites des bons choix aujourd'hui, c'est formidable. Ça sera pour Axel. Bonjour Axel déjà. Alors, c'est une phrase, c'est vraiment le bout de phrase qu'on va prendre parce que c'est assez révélateur d'une certaine pensée aussi. C'est le préfet de l'Hérault qui a dit 2 claques et au lit. Est-ce que tu vois de quoi ça fait référence? Oui, j'ai vu passer ça, effectivement. Bon, déjà, pour moi, ça en dit long, hein, déjà, sur l'état d'esprit qui doit régner dans la préfecture de l'Hérault. J'imagine que c'est quelqu'un qui doit gérer sa préfecture en bon père de famille. Et comme il le suggère d'une manière si imagée, finalement, cette idée qu'on domine, y compris par la violence, y compris une violence intrafamiliale, en l'occurrence, hein, battre ses enfants, je pense que ce n'est jamais une solution d'éducation. Mais si c'est la solution d'éducation, en tout cas, qu'il préconise pour calmer et pour appréhender tous les problèmes liés aux émeutes, je pense qu'il fait gravement fausse route, ce préfet. J'espère d'ailleurs que il a été recadré depuis, parce que c'est plutôt inacceptable quand même qu'un représentant de l'État se permette, je pense, une allusion aussi déplacée. C'est mon avis. Et bon, beaucoup de choses ont été dites sur les émeutes, alors ça m'énerve toujours de passer à le dernier parce que j'ai l'impression de répéter, mais Vas-y. Il y a quelque chose sur lequel je voudrais réagir, sur la phrase en fait qui a été dit au tout début de ce maire PS là, qui évoque l'abandon de la promesse républicaine. Moi, j'y vois 2 niveaux de lecture là-dedans, c'est-à-dire que je pense pas que ça soit forcément adressé en direction de gens desquels voilà on tendrait à dire que c'est eux qui ont abandonné la République parce qu'ils ne s'y reconnaissent plus, parce qu'ils n'en veulent plus. Moi, je pense que c'est pas vrai. Moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, République ne signifie plus grand chose pour beaucoup de gens. Et moi, je fais partie de cette classe indéterminée qu'on appelle la jeunesse. Hein. Bon, moi, je suis représentant étudiant à l'université. Si vous voulez, quand j'accueille à l'université des lycéens, des nouveaux, des primo-entrants, qui arrivent voilà avec un bagage, disons, civique extrêmement peu constitué, et avec lesquels c'est parfois très compliqué de discuter de leurs propres droits, parce qu'ils ne les connaissent absolument pas. Et pourtant, je m'adresse à des gens qui ne sont pas en marge de la société, hein, qui sont des gens voilà de la classe moyenne, enfin des étudiants qui vont à l'université, donc factuellement pas les classes les plus défavorisées de la société. Donc quand je vois le niveau de manière générale de conscience, pas politique mais publique, sur ce qu'est la République et comment on doit faire République, comment on doit faire société ensemble, je me dis que les lacunes, elles sont là. Mais non pas parce qu'il y a un désintérêt, mais parce que cet apprentissage-là, cette culture-là, elle a disparu. Merci Axel de ce témoignage. On aura l'occasion très certainement, comme on disait avec Rémi, d'y revenir dans un épisode spécial sur la République. La République, c'est la res publica, c'est la chose publique, et ça va nous faire une parfaite transition avec notre deuxième partie,
parce qu'on va parler du droit de manifester. C'est vrai que la chose publique doit se faire, doit agir, doit interpeller aussi des dirigeants, des responsables politiques par la rue. Et la gauche a toujours été au rendez-vous quand il s'agissait d'aller dans la rue. Rémi, j'aimerais bien avoir ton ressenti par rapport à cette question qu'on va se poser. Droit de manifester, droit remis en question, parce qu'on a le sentiment des fois qu'il y a des bonnes manifs autorisées et des mauvaises manifs qui sont décrétées comme non autorisées. Je sais, et je te laisse la parole juste après, je sais que notamment tu as participé à plusieurs manifestations pendant la réforme des retraites et je me souviens d'une de tes vidéos où tu dis que tu as été gazé et que vraiment tu t'es retrouvé dans des situations et que tu n'avais jamais connu ça. Rémi? C'est vrai. D'abord, un propos peut-être liminaire sur le régime de déclaration des manifestations. C'est un régime qui légalement est à questionner, c'est-à-dire que on n'est pas censé déclarer les manifestations pour pouvoir manifester, premièrement. Donc il n'y a pas de bonne ou mauvaise manifestation. On a considéré des manifestations la nuit à Paris ou ailleurs comme des manifestations sauvages parce qu'elles n'étaient pas déclarées ou organisées par des syndicats. Je tiens ici à rappeler que tout le monde a le droit de manifester. Moi, je manifestais et j'organisais des manifestations lycéennes à Aurillac dans le Cantal. Donc on mobilisait des gens, mais c'était pas la même chose que dans les grandes métropoles. Et avec la police, ça se passait plutôt très bien à Aurillac. À Paris, moi, pour la première fois, je parle de cela avec recul parce que je sais que pour certains, c'est tout le temps. Donc voilà, je veux pas paraître prétentieux ou quoi. Je sais que pour certains, ça a toujours été comme ça. C'est la première fois, en effet, que je me fais gazer par des forces de l'ordre et que je me fais frapper par des forces de l'ordre. Malgré le fait que j'ai un costume cravate, hein, cela ne change rien, même en manifestation. Il y a eu une dérive autoritaire et répressive durant la gestion des manifestations, ça c'est certain. Moi, avant, j'étais pas vraiment vis-à-vis des forces de l'ordre, j'avais toujours cette image, vous savez, du Bataclan de 2015, des gens qui enlacent des policiers, qui les applaudissent. Cette image, malheureusement, s'est détériorée et elle a beaucoup changé pour moi. Ce qui s'est passé pendant les manifestations résulte d'une chose, c'est que lorsque l'on manifeste, même si on est des millions de personnes, ça ne change rien. Lorsque l'on pétitionne, ça ne change rien. Lorsque l'on interpelle, ça ne change rien. Lorsque l'on passe par le Parlement, ça ne change rien. Donc, quand des gens décident de brûler quelques poubelles et de casser quelques vitrines de banques, là, on crée un grand tollé et on dit ce sont des anti-républicains. Non, les anti-républicains, ce sont les gens comme la majorité présidentielle, comme LR, comme le Front National, bien évidemment, même si aujourd'hui le dire est devenu quelque chose d'exceptionnel. Ce sont ces gens qui sont anti-républicains. Hein, la République n'est pas un régime neutre, elle est profondément progressiste et de gauche. Hein. Ça a été fait par des socialistes, des francs-maçons, des gens qui s'inscrivaient dans la philosophie des Lumières. Mais pour ce qui est du droit de manifester, oui, il y a eu une dérive autoritaire de répression, et cela a été magnifiquement illustré par l'interdiction des ustensiles sonores portatifs, c'est-à-dire des casseroles, c'est-à-dire que sous l'ordre public, par la justification de l'ordre public, on a interdit des gens qui frappaient dans des casseroles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'absurdité de la chose, et il se passe la même chose avec notamment le contrat d'engagement républicain qui lie les associations, parce qu'il y a des associations écolos qui sont en train de se voir interdites ou sanctionnées parce qu'elles professent des activités de désobéissance civile. Et parce qu'elles ont signé le contrat d'engagement républicain, elles se voient réprimées. Personne n'aurait vu cela. Alors le lien avec les manifestations, c'est simplement pour vous dire qu'à mon sens, il y a une dérive autoritaire, que la rue n'a pas été entendue. Pourtant, il y a une mobilisation exceptionnelle, une intersyndicale que l'on peut critiquer, certes, mais qui s'est unie. Et il y avait des millions de personnes dans les rues. Moi, je me souviens de manifs à Bastille, c'était formidable. Et pour les forces de l'ordre, elles n'ont pas à nous tutoyer, elles n'ont pas à nous nasser. Alors, il y a aussi une réflexion sur la NAS. Le Conseil d'État a rendu un avis qui est assez... moi, je considère que la NAS est toujours interdite. Hein. Après, c'est une considération personnelle et une interprétation du droit, mais je crois que la NAS est interdite. Et il y a eu des pratiques, oui, les forces de l'ordre ont eu le feu vert parce que la police a sauvé le gouvernement Macron après les Gilets jaunes. Sans la police, il y aurait eu sûrement un renversement ou un remaniement ou quelque chose. Donc le Macron doit beaucoup aux forces de l'ordre et pourtant elles font des heures supplémentaires, elles sont pas nécessairement les meilleures conditions de vie. Et je fais toujours une distinction, et je terminerai par là, entre les forces de l'ordre, vous savez, dans la ruralité et le centre-ville, et dans les grandes métropoles, parce que les forces de l'ordre, chez certains, dans certains villages, c'est le dernier service public. Donc il faut aussi avoir un discours intelligent. Il faut pas... il y a des problèmes structurels à la police, mais quand on s'en prend à la police, on s'en prend aussi au dernier service public et à des fonctionnaires
qui sont les derniers représentants de l'État dans certains territoires. Donc il faut faire attention. Mais il y a eu une dérive autoritaire. La police a eu à bien des égards tous les droits, notamment dans l'interpellation. Et voilà, il faut connaître ses droits de citoyen, notamment le droit de manifester. Et ça a été très 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 difficile à Paris. En tout cas, c'était la première fois que j'avais peur des policiers. Voilà. Donc je vais te laisser la parole, Cyrine, pour rebondir sur ce que disait Rémi. C'est quand même aussi assez intéressant, enfin intéressant et malheureux, dramatique, de voir que il y a aussi de plus en plus de journalistes qui sont poussés, bousculés, voire agressés en manifestation. On l'a vu encore hier, sauf erreur de ma part. Et les médias commencent à en prendre conscience et c'est forcément, à mon avis, quelque chose d'important. Cyrine, et après Pascaline. Je suis d'accord avec la plupart des choses qu'a dit Rémi, mais il y a quand même une ou deux choses sur lesquelles je voudrais revenir et que je veux souligner, c'est que l'impression que j'ai et qui est quand même assez agaçante, c'est que on a l'impression que la société française a découvert les violences policières avec les gilets jaunes et les manifestations contre la réforme des retraites. Mais au risque de me répéter comme j'ai l'impression tous les jours de ma vie, chez nous ça arrive depuis des décennies. Et je vous avoue que ça m'énerve un petit peu quand j'ai de nouveau ce rappel de ah bah non enfin avant enfin ça arrivait que pour vous, nous on n'était pas au courant. Et oui, là la police est devenue ultra violente et quand t'es quelqu'un même en costard cravate comme tu le disais Rémi, effectivement même aujourd'hui, bah même un homme blanc en costard cravate peut se faire gazer par la police. Mais ce que je voudrais quand même c'est que chaque personne qui prend la parole sur ces violences-là rappelle que ça fait des décennies que ça existe. C'est juste qu'en fait, vu que ça ne touchait pas une grosse majorité de la population, on n'en parlait pas, on fermait les yeux. Et bah forcément, en gros, la police a pris la confiance et elle a, elle a, elle a pris de plus en plus de change, j'ai envie de dire, dans sa possibilité d'être violente. Mais chez nous, ça fait, et quand je dis chez nous, je parle des quartiers populaires, je parle des personnes racisées. Nous, on l'a toujours vécu depuis tout petit, en fait, on le vit. Oui, je sais, Rémi. Et nous, enfin, on a tous eu, pour l'avoir demandé à mes potes, on a tous eu la discussion avec nos parents sur la police, sur comment il fallait te comporter si jamais la police t'arrêtait, sur ci, sur ça. Et c'est pour ça que j'aimerais que toutes les personnes qui écoutent cet épisode se rappellent que chez nous, ça a toujours existé, j'ai envie de dire. Et donc, ça m'énerve que ces personnes, du coup, soient surprises. Ne soyez pas surprises, au contraire. Et puis, que c'est ce que tu disais à un moment, Baptiste, c'est que maintenant, les médias en parlent de plus en plus parce que ça a commencé à toucher, bah, forcément des personnes blanches. Je vais dire les termes, hein. Et juste là, enfin, je voulais réagir juste sur ce qu'a dit Rémi. Là, ce que je disais, c'était quelque chose de plutôt général. Mais, peut-être que j'ai pas forcément compris, mais quand t'as dit, il faut être intelligent et en gros, ne pas généraliser, bah, je t'avoue que je le prends un peu mal dans le sens où je ne pense pas que ça soit de la bêtise que de généraliser. Je dis oui, il y a des problèmes dans la police, mais c'est le dernier service public à certains endroits. Très bien. Sauf que moi, par exemple, mon frère, on va dans ces endroits-là où c'est le dernier service public, je suis pas sûre qu'on se fasse bien traiter. Et donc non, ce n'est pas ne pas être intelligent que de faire cette généralité-là. Oui, la police a un problème. Bien sûr qu'il y a de très bons policiers, très bonnes policières, mais moi j'aimerais que ça soit l'argument à chaque fois pour contrer quand on généralise. Et oui, je généralise, la police a un problème et donc je ne pense pas que ça soit entre guillemets intelligent que de ne pas vouloir généraliser, bien au contraire. Mais même si le sujet quand même était le droit de manifester ou pas, c'est quand même assez intéressant qu'on parle de ça. Juste Cyrine, assez rapidement, si tu peux répondre à ma petite question qui arrive comme ça de façon non préparée. La police de proximité, l'avoir enlevée, grosse erreur. Mes plus grosses erreurs de tous les temps. La police de proximité, c'était des policiers et policières qui connaissaient tous les habitants des quartiers où ils étaient, qui s'entendaient très bien avec les habitants et c'est au risque de paraître manichéenne, hein, mais c'était génial. Enfin, je me doute qu'il y a dû avoir des problèmes par-ci ou par-là, mais les violences policières aujourd'hui, à mon sens, c'est notamment, donc je disais, bon, il y a quand même en partie, je prenais Bernard Cazeneuve pour responsable, mais l'un des plus grands responsables, c'est comme Nicolas Sarkozy en l'ayant supprimé. Et tu vois, cette police de proximité, elle établissait un vrai lien entre l'État qu'elle représente et les citoyens et les habitants
parce que les policiers nous connaissaient. Et aujourd'hui, on se retrouve qu'avec une police nationale qui ne connaît personne et qui a un peu, j'ai l'impression, envie de se déchaîner. Et Rémi, je sais on vient de la même fac, et je sais pas si toi, t'as eu l'occasion de parler avec des gens, mais moi, les quelques fachos dans notre fac à qui j'ai parlé, déjà, je leur ai parlé, c'est déjà très sympa, voulaient tous devenir policiers ou militaires, parce que il y en a même un jour qui a dit parce que, enfin, je me souviens plus des termes exacts, mais c'était en gros pour pouvoir aller taper du noir et de l'arabe. Et donc, je me perds un petit peu, mais la police aujourd'hui, le problème de la police, c'est que elle est complètement déconnectée des habitants. Elle ne nous connaît pas, et donc forcément, elle est euh, beaucoup plus facilement véhémente que si elle nous connaissait personnellement. Et donc, ce droit de manifester qui est totalement remis en question, c'est notamment à cause de ça. Je sais que le lien peut être difficile à établir, mais en mettant une police de proximité, ça recalmerait les choses. Bon, là, j'ai bien peur que le lien soit pas altéré définitivement, mais soit très difficile à rétablir. Mais en tout cas, nos droits de manifester est mort. Notre relation avec la police est morte. Et je suis totalement d'accord. Supprimer la police de proximité était une erreur gravissime qui, des années et des années après, produit encore des effets néfastes. Je vais laisser Rémi répondre très rapidement s'il y arrive. On va lui laisser 2 minutes à Rémi comme à l'Assemblée nationale. Rémi. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que Cyrine a dit. Et sur la responsabilité de Nicolas Sarkozy, c'est le premier qui a mis un terme à la police républicaine. Moi, je dis, j'essaye de faire attention. Je ne dis pas la police a un problème structurel. Je dis cette police a un problème structurel. La police que l'on connaît aujourd'hui, et tu l'as dit Cyrine, la police de proximité, elle était accueillie correctement, elle avait les moyens, elle était appréciée. C'est la simple distinction que j'essaye de faire. Et j'ai tout à fait conscience, et c'est pour ça que je le disais dans la vidéo que j'avais faite, je disais, pour moi, c'est la première fois de me faire gazer et frapper. Je sais que pour beaucoup d'autres, c'est habituel, malheureusement. Mais oui, je suis un petit blanc qui vient du Cantal, et c'est vrai, dans le Cantal, on se fait pas gazer, en effet, c'est vrai. On ne se fait pas frapper. Donc à Paris, j'ai été accueilli d'une autre façon. Mais j'ai conscience que pour certains, c'est habituel et c'est problématique. Et ce sont des comportements qui ne sont pas républicains. Il faut soumettre la police à la loi. Et les policières et les policiers doivent être soumis à la loi de la République. Et aujourd'hui, il y a des syndicats factieux dans la police qu'il faut interdire, parce que ce ne sont pas des syndicats républicains. Donc la police de proximité, ou la police en tant que telle, peut être républicaine, quand elle est gérée, quand le ministre de l'Intérieur n'est pas un agent des syndicats, mais quand il porte un petit peu la vision républicaine qu'elle doit être portée. Je fais cette distinction entre cette police que l'on connaît aujourd'hui qui est en dérive totale, pourquoi ? Parce que Macron est obligé de l'utiliser, parce qu'il lui doit tout. C'est ça, hein, la réponse politique. C'est pour ça qu'il y a ces problèmes, c'est pas pour autre chose. Macron lui doit tout, et les violences policières existent bien évidemment depuis toujours. Malik Oussekine, Bounia, on sait tout ça. Mais il faut une police républicaine, et elle l'a été à un moment donné, un petit peu, et il faut la faire redevenir républicaine. Voilà. Merci Rémi, on va passer à la troisième partie de notre épisode. La parole sera à Pascaline et Axel, et l'idée c'est de se poser la question s'il n'y a pas une tentation en ce moment de vouloir changer de la part du gouvernement notamment les règles du jeu, notamment la Constitution, dans quelque chose qui pourrait être un petit peu arrangeant pour le président de la République. On a beaucoup parlé du 49.3 et beaucoup à gauche on est pour dire qu'il faut pouvoir le supprimer. Il y a aussi la tentation dans la presse d'évoquer le cumul des mandats, notamment du président de la République. Voilà, que pensez-vous de cette tentation qui est faite de changer un petit peu les règles du jeu à son avantage? Pascaline d'abord et Axel ensuite. Alors moi je dirais que tout est dans la manière dont tu as posé la question et avec lequel je suis d'accord. Changer les règles du jeu pour mettre un jeu à son avantage, rien que là-dedans on a déjà tout dit. Non, il y a rien qui va. Il y a rien qui va. On peut pas s'accommoder de la loi, s'accommoder de la Constitution pour sa propre volonté et sa propre ambition. Donc non, il y a rien qui va, et au-delà du fait que ça puisse servir aux ambitions une personne ou de quelques-unes. Et je crois que c'était une des questions que tu souhaitais aborder même plus tard. C'est qu'est-ce qu'on veut de cette Constitution. On peut pas changer par petits bouts
comme ça une constitution ou d'une manière générale les règles qui sont vues dans une globalité et démanteler cette globalité qui a un sens en modifiant par un bout puis par un autre selon ce qui nous arrange. Je pense à ça, mais je pense que c'était aussi le cas sur les retraites, c'est-à-dire que ça a été fait dans un objectif donné, on le sait après donc par le Conseil de résistance, et on sait pourquoi ça a été fait, et là on démantelait par petits bouts depuis des années, ça a pas de sens. Et là c'est pareil sur la Constitution, on peut pas démanteler par petits bouts alors que l'ensemble est cohérent, a été cohérent en tout cas à un moment donné. Il faut se poser la question de si on change la Constitution d'une manière plus globale que ça. Pour moi, et c'est une vraie question, j'ai pas forcément toute la réponse, et je pense mais par contre que la question elle mérite d'être posée à l'ensemble des citoyennes et des citoyens français. Au-delà de ça, le 49.3, on a bien vu effectivement qu'on en a vu qu'il y en a eu toutes les limites qui ont sauté aux yeux ces derniers mois, d'une utilisation qui a été dévoyée par rapport à l'objectif initial. Et effectivement, donc la question se pose de savoir comment est-ce qu'on peut aller plus loin pour que ça ne réarrive plus. Non, sur le cumul des mandats, je pense que c'est une grave erreur, le cumul des mandats. J'ai aussi, il y a pas mal de rumeurs, hein, il y a pas que celle-ci. Moi, j'ai aussi entendu parler d'une éventualité de changer la donne sur la date des municipales. Enfin, tout ça. Je crois que là, il faut arrêter avec les changements de dernière minute, les arrangements de dernière minute. Il faut un projet politique cohérent, et c'est pas comme ça qu'on peut y arriver. Et juste, je voudrais revenir sur la question précédente, parce que finalement tu as parlé des journalistes. Personne n'est revenu trop sur cette partie-là. Je suis entièrement d'accord avec ce que disait Cyrine sur les violences policières, le fait que ce soit systémique, on peut pas le découvrir maintenant, et c'est justement parce qu'on a fermé les yeux trop longtemps. Par contre, je pense qu'il y a encore que tout le monde n'est pas arrivé au même niveau en tout cas d'ouverture des yeux. Je voyais Maud Bréjon qui écrivait encore que non, il y a pas de problème en fait, que la police elle protège et qu'elle fait très bien son travail. Là, je pense que tout ça, et là c'est hyper, là c'est dangereux, c'est hyper dangereux de tenir ce discours, de nier l'évidence et de nier qu'à un moment donné, effectivement, il y a un problème systémique dans la police, ce qui veut pas dire en effet qu'elle n'est pas nécessaire, qu'il faut le dire dans le même temps, elle est nécessaire. Elle est là pour protéger, mais aujourd'hui, elle remplit pas complètement son rôle. Et donc, il faut absolument le voir et ne pas le nier, ne pas nier les problèmes qu'elle pose, que ça pose, pour qu'on puisse avancer ensemble. Et juste dire, non, il n'y a pas de souci, tout va bien, la police, elle protège. Non, en fait, les images, elles partent d'elles-mêmes, et les journalistes eux-mêmes mis à terre. C'est encore un cran de passé. C'est juste complètement inacceptable. Donc moi je suis assez je pense le moment est vraiment grave et qu'il faut en prendre toute la mesure pour pouvoir avancer et surtout regarder les choses en face. Merci Pascaline. Axel, parce que ça fait un moment que tu n'as pas pris la parole. Toi qui as engagé à l'université, comme disait Pascaline, ces changements de dernière minute ou ces changements de cadre, de règles qu'on modifie un petit peu comme ça nous arrange, ça t'énerve. Tu sens aussi que la jeunesse, ça la fatigue, ça? Ce que j'évoquais tout à l'heure sur la déconnexion, et l'éloignement civique par rapport à la République et ses institutions, c'est aussi ça. Hein. C'est aussi cette idée qu'à force, on ne sait même plus pour qui on vote, pourquoi, dans quel but, quelle perspective. Après tout, de toute façon, on a un président quasiment élu par défaut. C'est comme ça en tout cas que je ressens que je le ressens quand on m'en parle. Un président élu par défaut, d'ailleurs c'est peu ou prou la même chose pour les députés, puisque le système uninominal à 2 tours favorise irrémédiablement tout ce qui est tout ce qui est le plus centriste et surtout voilà le moins dérangeant possible. Moi, pour tout vous dire, qu'un président de la République puisse faire 1, 2, 3 mandats, franchement, je pense que c'est pas la question. La question, c'est quel pouvoir on met dans les mains de ce président. Aujourd'hui, ça va faire 60 ans qu'on vit dans un régime transitoire.
qu'est-ce la Cinquième République en vérité, fondée sous la pression quasiment d'un coup d'État, avec une hyper-présidentialisation qui est quand même particulièrement proéminent, à tel point qu'il en devient très discutable d'un point de vue démocratique. Je pense que le poids de l'exécutif, notamment via les différents instruments législatifs dont il dispose, est assez inquiétant en France, même si faut le rappeler que ce n'est pas le gouvernement Macron qui a le plus usité du 49.3. Enfin, ce ne sont pas les gouvernements de Macron qui ont le plus usité. Ça a pu servir aussi à la gauche à des périodes. Mais la vérité, c'est que il y a un grave problème aujourd'hui sur la représentation nationale. Moi, je le pense, et le pouvoir qu'elle a. Et c'est pour ça qu'on arrive à des situations de blocage telles qu'est l'Assemblée nationale aujourd'hui. On a le pôle centriste, le pôle de gauche et le pôle d'extrême droite conservateur, avec la LR qui se retrouve à être un petit peu faiseur de roi, mais qui se retrouve totalement pris en tenaille entre sa droite et son extrême droite, et qui aujourd'hui ne sait pas trop sur quel pied danser, comme on le remarque, on l'a tous vu, ça a été particulièrement mis en évidence sur le projet de loi immigration de LR, où franchement, là, s'il y a bien un camp qui a perdu sa boussole républicaine, je pense que pour le coup là, c'est la droite en ce moment. Je pense qu'il faut qu'on rediscute les contours de ce que doit être notre représentation et le pouvoir qu'elle doit avoir. Pour moi, ce n'est pas possible que dans un pays que dans un État avancé démocratiquement comme le nôtre en 2023, on en soit encore avec un Jupiter au pouvoir. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on revienne à la constitution de Grévy. Il faudrait qu'on revienne à un modèle de suffrage proportionnel, avec un parlement avec un réel pouvoir, qui nomme le président, notamment qui nommerait le président de la République. Forcément, si on dit aux gens est-ce que vous voulez ne plus voter pour le président de la République, c'est sûr qu'on vous dira non. Mais aujourd'hui, il y a une bataille, je pense, culturelle à faire gagner. C'est est-ce qu'on veut confier les rênes du pays dans la pure tradition bonapartiste à un seul homme providentiel pour 5 ans, qui va disposer d'une majorité à l'Assemblée nationale quasi automatiquement depuis l'inversion du calendrier législatif, et qui va rouler comme un bulldozer sur la France et en faire ce qu'il veut pendant 5 ans, ou est-ce qu'on veut réellement être un État démocratiquement avancé et avoir des contre-pouvoirs qui œuvrent pas forcément chacun contre les autres, mais de manière complémentaire pour aboutir à une gouvernance partagée. Il y a des pays quand même très avancés dans le monde qui ont des contre-pouvoirs très efficaces. Bon, je pense par exemple aux États-Unis où ça rigole pas quand même sur le partage des pouvoirs, quoi qu'on en dise. Dans ce pays, si le président se fâche avec le Congrès, même de son propre parti, ça se passe très mal pour lui pour son mandat. Ça, c'est un communiste qui le dit, alors c'est un peu marrant, mais inspirons-nous quand même un petit peu des pays que on aime tant aduler dans certains domaines, et intéressons-nous à comment politiquement ils fonctionnent, comment les contre-pouvoirs peuvent fonctionner, parce que pour moi c'est à ce niveau-là qu'on réintéressera le citoyen à la politique. C'est quand il prendra totalement conscience que sa voix compte réellement, parce que il peut décider d'appuyer non pas une personne, mais quelque chose de plus grand en société par la voie de sa représentation nationale. Et on sortira enfin de cet écueil où on est finalement pris en otage par une minorité présidentielle qui n'en fait qu'à sa tête. Et ça dure depuis bien plus longtemps que Macron en vérité. Mais ça devient de plus en plus criant depuis la tripartition que Macron a voulu, aussi d'une certaine manière, et essayer de gouverner toujours le plus au centre possible. Mais tout cet équilibre est en train de se casser la gueule, parce qu'on se rend bien compte que le macronisme n'est pas le juste équilibre, mais bien l'extrême centre et l'extrême néant politique. On peut prendre encore 5 minutes pour rester sur ce sujet-là. C'est quand même assez intéressant. Alors, c'était écrit dans les questions qui étaient potentiellement posées entre nous. J'avais repris la phrase d'Emmanuel Macron qui disait après la mort de Naël concernant les émeutes, il disait la première réponse c'est l'ordre,
le calme et la concorde. Et c'est intéressant de voir l'ordre des mots qui sont utilisés. L'ordre, c'est d'abord le bâton, ce que je comprends. Le calme, c'est tous à la maison. Et puis la concorde, je vous dirai comment il faut qu'on s'unisse. Il y a un vrai souci, à mon avis, de ce côté-là. C'est-à-dire quand les citoyens demandent beaucoup plus d'horizontalité, de pouvoir d'agir, de pouvoir de décider de leur destin, on leur impose de la verticalité. Et je vais laisser la parole à Rémi, parce que je sais qu'il est engagé notamment concernant les doléances, notamment lors du grand débat. Et c'est vrai que par rapport à ce qui s'est passé pendant la période des Gilets jaunes, les gens demandaient beaucoup d'horizontalité, ils ont eu de la verticalité. Peut-être il aurait fallu à ce moment-là, et peut-être qu'on aurait moins de problèmes aujourd'hui, proposer le RIP ou le RIC, peu importe la forme qu'on semble être la plus juste. Moins de verticalité, plus d'horizontalité. Rémi? Ce qui s'était passé après la période des Gilets jaunes, vous vous en souvenez, c'est le grand débat, qui était à mon sens une bonne initiative. On a demandé aux gens de se déplacer, à des jeunes, à des personnes âgées. Elles se sont déplacées. Elles ont donné leur avis dans les communes partout en France. Elles ont donné de leur temps. Elles ont cru qu'elles allaient être écoutées. Et finalement, les doléances qui ont été consignées ont ensuite été placées dans les archives départementales, dans les préfectures. Elles ont été cachées. Elles ont été oubliées. Et je trouve que c'est une violence symbolique très forte. Et je trouve cela très méprisant. C'est-à-dire que si on souhaite savoir quelle est la volonté du peuple, et j'ai un peu de mal avec la notion de peuple, je ne sais pas s'il faut qu'on parle de peuple, je ne sais pas si ça correspond à quelque chose, mais enfin bon, on va dire peuple pour la bonne tenue de l'émission. La volonté du peuple est inscrite quelque part et elle se trouve dans chacun de vos départements, dans les archives départementales, et je me permets d'utiliser ce podcast pour vous lancer un appel et aller dans vos archives départementales, récupérer les doléances, les numériser si elles ne le sont pas déjà, les récupérer pour voir quelles étaient les revendications des gens. 2019, c'est pas si loin que ça, et ça pourrait permettre de créer, de participer à l'élaboration d'un programme politique. Tu parlais donc, la question c'était l'horizontalité. Ça correspond à ce que je disais tout à l'heure, le socialisme démocratique, c'est de faire en sorte que la démocratie soit partout. Et la démocratie, c'est quoi? C'est pas de voter une fois tous les 5 ans. La démocratie, c'est la délibération et c'est l'autogestion. C'est l'autogestion dans les moyens de production, dans l'entreprise. C'est ça, la gauche, initialement. C'est le pouvoir à celles et ceux qui travaillent, aux travailleuses et aux travailleurs. Donc l'autogestion, premièrement. C'est déjà, si on fait ça, c'est-à-dire l'autogestion dans les entreprises ou à minima, comme en Allemagne, c'est pour vous dire, c'est pas révolutionnaire, la cogestion, eh bien, cela permettrait, je pense, d'avoir plus de dialogue social, plus de dialogue entre tout le monde et ce serait bénéfique. Puis, il y a la démocratie au niveau des institutions. Tu parlais tout à l'heure, la question était de savoir quels allaient être les changements de constitution que Macron veut faire. Il veut faire une réforme des institutions. Il a consulté Sarkozy et Hollande récemment sur ce sujet. La réforme qu'il faut faire, c'est une nouvelle république. La 6e République a été pensée par le Parti socialiste avec à l'époque Julien Drey, Jean-Luc Mélenchon et Marie-Noëlle Lienemann dans le courant gauche socialiste. Il y avait Montebourg aussi après qui l'a repris. La 6e République, ce serait une république tout simplement. Alors moi je veux pas tomber dans les écueils de la 4e avec notamment, c'est vrai, alors que la 4e avait fait pour le coup de belles choses. Hein. Pierre Mendès France, la décolonisation, la préparation de la sécurité sociale, tout ça, on l'oublie. Mais il faut pas que ce soit un régime des partis. De Gaulle avait raison quand il disait il ne faut pas que ce soit un régime des partis. Je suis d'accord avec le camarade Axel quand il parle de coup d'État pour 1958. Ça ressemble à un coup d'État, hein, même si légalement ça s'est fait correctement, mais il y a eu des pressions militaires. Mais plus d'horizontalité, oui. Pour moi, ça passe pas nécessairement par plus de décentralisation, même si je pense que parce que c'est bien beau de faire des lois de décentralisation, mais si on donne pas les moyens aux collectivités qui ont les nouvelles compétences, ça sert à rien. Donc il faut être cohérent. Moi, je suis pour l'autogestion dans les moyens de production et la démocratie locale, donc le socialisme municipal, les conseils de quartier qui ne réfléchissent pas à comment enlever les crottes de chiens sur les trottoirs, mais plutôt à des vrais sujets, c'est-à-dire des sujets urbanistiques, des sujets de politique de la ville, de vrais sujets. Donc autogestion dans les moyens de production et si décentralisation, les moyens qui vont avec. On va passer à la dernière partie, on va essayer de se poser la question comment va être la rentrée de septembre et est-ce que la gauche va être au rendez-vous. Donc prochain tour de parole, Cyrine, Pascaline et Axel. L'idée est de se demander, on a vu dans les derniers sondages que la droite pousse un petit peu dans ces enquêtes d'opinion, notamment suite aux émeutes qui se sont produites un petit peu partout en France. Comment va se passer selon toi, Cyrine, cette rentrée de septembre? Est-ce que la gauche doit être unie? Est-ce qu'on doit faire des actions? Est-ce qu'on doit se mobiliser? Et si oui, comment? Effectivement, si on
si nous avions eu cette discussion il y a quelques semaines, je pense que mon discours aurait été légèrement différent. Mais avec tout ce qui s'est passé là, c'est plus grave que jamais. C'est tout ce qu'on a dit. On a une crise sociale, on a une crise démocratique, crise écologique, tout ce que tu veux. Mais là, surtout en ce moment, c'est quand même gravissime ce qui se passe. Et moi, ce qui me désole, c'est qu'à chaque fois que qu'un événement ou qu'une crise ébranle notre société, ça profite à l'extrême droite. Par exemple, tout le combat contre la réforme des retraites, on a vu que c'est le Rassemblement national qui montait un petit peu. Et donc, je vous avoue que c'est une inquiétude constante, hein. Donc, la rentrée de septembre, je ne sais pas comment elle sera, mais je sais ce qu'elle doit être. Elle doit être claire, elle doit être unie. Là, la gauche ne peut plus se permettre de se tirer dans les pattes, d'hésiter. Là, je sais qu'on est de plusieurs courants différents, que ça soit Rémi, Axel ou moi, donc peut-être avec des positions différentes sur la NUPES, mais là, je pense que ça dépasse juste le cadre NUPES, LFI, enfin ça dépasse ça. Là, on a une extrême droite qui est aux portes du pouvoir, on a une extrême droite qui grimpe dans les opinions, dans l'opinion publique, pardon, enfin que les émeutes favorisent l'ascension du RN dans l'opinion publique, j'ai envie de secouer mes concitoyens et concitoyennes en leur disant ce n'est pas la solution, et eux bien sûr ils en profitent en catégorisant de sauvages ou tout ce que vous voulez, et Rémi avait raison à juste titre tout à l'heure en parlant de ces syndicats de police qui sont juste dangereux, hein. Donc la rentrée de septembre, en fait, c'est simple, c'est soit on se met tous et toutes d'accord en se disant pardonnez-moi mon langage un peu cru, mais c'est trop la merde, on arrête nos bêtises là, on se pose tous et toutes ensemble, soit on continue avec nos petites guéguerres d'ego donc il y a un côté la NUPES, l'autre côté ceux qui ne veulent pas ou que sais-je, mais qu'en tout cas tout le monde à gauche qui est de sensibilité de gauche, qui sait être de gauche, prenne sa responsabilité et disent là maintenant on doit tous s'asseoir à une table. Il y a une phrase que Benoît Hamon nous a répété souvent quand on échangeait avec la génération, c'était lorsqu'il y a une avalanche, chaque flocon de neige se dit qu'il n'est pas responsable. Alors qu'en fait, ce sont tous les flocons de neige ensemble qui le sont. Donc ne croyons pas que nous seuls, chaque personne individuellement, n'avons pas de responsabilité. Tout le monde doit y aller, tout le monde doit se dire là on a un combat contre l'extrême droite à mener, on a une crise sociale et démocratique profonde. Pour faire un petit pont très bref bien sûr avec ce qui vient d'être dit juste avant sur le changement de constitution, je rejoins oui et non mes camarades dans le sens où je les rejoins sur les constats, sur le fait que Macron torpille la démocratie actuelle, mais pendant longtemps j'ai beaucoup défendu la 5e République en me disant plutôt que faire une nouvelle constitution, moi je préfère réviser la constitution parce qu'on a des mécanismes qui sont mis en place. Là où je rejoins totalement, c'est notamment sur les référendums d'initiative populaire ou citoyenne, peu importe comment on les appelle. Et pour moi, le plus gros problème, ça a été la réforme constitutionnelle de 2000 de Jacques Chirac, qui d'office maintenant donne une majorité au président ou à la présidente de la République juste après avoir été élu. Et ça, c'est ce qui a le plus ébranlé notre démocratie. Tout un tas d'analyses constitutionnalistes. Je pense pas qu'on ait le temps, mais en tout cas cette rentrée de septembre, j'adopte un ton grave et c'est volontaire parce que c'est réaliste. Nous n'avons plus le luxe de nous écharper sur des petits détails. Donc la rentrée de septembre, je pense qu'elle va être agitée, qu'il y a beaucoup d'actions à devoir mettre en place à gauche. Donc là on parle de démocratie, c'est tout simplement aller au contact de nos concitoyens et concitoyennes en leur disant écoutez, il n'y a pas que nous en politique, on s'assoit autour d'une table et on se dit ah voilà il faut faire ci, faire ça, mais toutes et tous ensemble, faisons ce chemin-là. Donc je vous avoue être assez inquiète pour la rentrée de septembre, et c'est un appel ou même une supplication. Je supplie tous mes camarades de gauche d'arrêter nos petites querelles, et c'est ce qu'on disait dans l'épisode 2 la dernière fois, c'est quand on parlait de camaraderie, hein. C'était tous et toutes ensemble, on se met d'accord, on a peut-être des discordances, mais on a un objectif commun. Donc pour moi là, la gauche doit retourner sur le terrain encore plus qu'elle ne l'est, et qu'on construise tous ensemble une France où on ne laissera pas les fachos accéder au pouvoir. Merci Cyrine. Merci d'avoir parlé de camaraderie, c'est le sujet, c'est le thème de notre podcast, et je poserai la question à nos 2 nouveaux camarades qui n'avaient pas participé précédemment
à un épisode Rémi et Axel, je leur demanderai quelle est pour eux leur définition, leur vision de la camaraderie. Avant de laisser la parole à Pascaline, pour rebondir sur ce que tu disais un peu, j'entends et je vois des messages de plus en plus nombreux à gauche de personnes qui sont fatiguées et lasses de voir, même si je peux comprendre les événements, les universités d'été des différents partis politiques qui sont vues ou ressenties, comme beaucoup de nos camarades, comme, pardon du terme, de la masturbation intellectuelle. Totalement. Et qui ne débouche pas sur grand chose. Totalement. Et peut-être qu'il faudrait essayer de revoir ça aussi et de trouver pendant l'été des modes d'action ou pour fédérer d'une autre façon les camarades et la gauche pour pouvoir être prêts en septembre. Pascaline? D'entrée de jeu, en tout cas, pourquoi pas des états généraux de la gauche alors, qui mettraient tout le monde autour de la table et sans distinction. Au-delà de la boutade, qu'il n'y en ait pas une, je pense que ce serait vraiment très bien qu'on puisse avoir des espaces de réflexion en commun. Sur la masturbation intellectuelle, je trouve que c'est un peu dur. C'est bien qu'il y ait des moments en fait pour se retrouver, pour discuter de fond. Bien sûr que c'est pas là où va y avoir des débouchés, mais justement ça participe aussi de la camaraderie. Alors là, la camaraderie, elle est intra-partie puisque elles sont comme elles sont au même moment dans des lieux différents, c'est compliqué d'être partout à la fois. Mais néanmoins, moi je trouve que c'est quand même des moments justement de camaraderie où on peut se poser des questions dans un moment hors électoral, où on peut échanger aussi avec des experts, des chercheurs. Et je trouve que c'est plutôt intéressant, mais je dirais pourquoi ne pas aller plus loin dans cette démarche d'université d'été et faire des états généraux de la gauche ou d'ailleurs même thématiser. Ça peut être, on parle effectivement de la lutte contre l'extrême droite et c'est un vrai sujet. Donc les états généraux de la gauche contre l'extrême droite et de quels moyens on y met et comment on fait en sorte que justement d'endiguer cette progression serait pour moi intéressant. Mais je suis pas aussi dure en tout cas que sur les universités d'été. Je trouve que tous les moments militants qui permettent de réfléchir et qui permettent de le faire ensemble et d'être ensemble sont intéressants dès lors que les objectifs sont bien posés et en effet l'objectif en tout cas pour moi n'est pas le débouché politique immédiat. Sur la rentrée de septembre, bien malin celui qui peut d'ores et déjà savoir comment ça va se passer. J'ai envie de dire là aussi, quels sont les objectifs. Oui pour l'union, mais l'union pourquoi, comment. Moi je crois effectivement qu'en tout cas il faut absolument éviter les petites phrases assassines qu'on continue d'avoir, qui continuent d'être proférées et qui contribuent à donner le sentiment de désunion. Mais je crois qu'en tout cas là toute la gauche est quand même plutôt d'accord sur un certain nombre de sujets et donc continuons de militer sur le terrain ensemble. Quel combat on veut porter unis, c'est aussi une autre question parce que la manière de le porter et ce qu'on veut porter, ça doit servir à un objectif. Donc c'est pas l'union pour l'union ou l'unité pour l'unité et je suis totalement pour, mais encore une fois qu'est-ce qu'on veut défendre ensemble, vers où on veut aller. Et par contre, je pense que la gauche est une grande famille et que dans cette famille on peut avoir des désaccords, mais que en effet ce qui doit nous rassembler est notre objectif commun. Du partage des richesses, du service public pour tous, encore une fois, pour toutes et tous, de l'équité, de l'égalité sur les territoires, du vivre ensemble d'une manière générale. Donc tout ça, je crois que là-dessus, on est d'accord qu'il faut absolument faire union et que c'est cette union qui va justement permettre, in fine, de définir une trajectoire commune et à travers cette trajectoire commune une espérance pour tous ceux qui se reconnaissent de la gauche et qui ont encore envie d'y croire et de croire que justement on peut changer les choses et on doit changer les choses de manière radicale. Merci Pascaline. C'est un sujet assez intéressant et c'est vrai qu'on peut se poser la question si les partis politiques réfléchissent aussi et pensent à de nouvelles formes de militantisme et d'espace pour pouvoir fédérer. Alors je vais laisser la parole à Axel et avant, j'aimerais juste revenir parce que on a le sentiment que c'est un événement
à gauche qui est quand même assez importante, c'est la fête de l'UMA, qui arrive quand même à rassembler énormément de mouvements, de personnalités engagées, de responsables politiques, et en même temps c'est un moment festif, donc peut-être c'est la clé pour que l'été soit un moment à la fois de camaraderie, de réflexion, d'action et aussi d'unité. Axel? Oui, effectivement, la rentrée chaque année est marquée par ce bel événement festif et populaire qu'est la Fête de l'Humanité, à laquelle toute la gauche historiquement a toujours été invitée dans sa totalité. Donc de Nathalie Arthaud à Carole Delga, sans distinguo de tous ceux qui se réclament de la gauche en tout cas, et je trouve que c'est toujours un moment très intéressant où on peut débattre, et c'est pas forcément de la masturbation intellectuelle, parce que moi je suis désolé, mais que ce soit pour la formation, parce que vous savez moi je suis au Parti communiste, donc on a quand même une tradition très forte vis-à-vis de la formation, c'est pas quelque chose qu'on laisse de côté, parce que pour nous un militant c'est pas un distributeur de tracts, c'est pas qu'un colleur d'affiches, c'est aussi quelqu'un qui va développer une pensée politique, et pour que cette pensée elle soit complète et bien faite, il est vraiment important de suivre en fait ces moments importants que sont par exemple les universités d'été, où là encore toute la gauche sera invitée à l'occasion là d'une discussion que nous faisons chaque année, hein. Il y a toujours une table ronde avec tous les partis politiques qui y sont, et nous-mêmes répondons à l'invitation des autres universités d'été, où nous envoyons voilà les membres de l'exécutif du parti pour dialoguer avec les autres formations. Effectivement, il pourrait y avoir un moment fort, voilà, on pourrait se retrouver autour d'une thématique commune, mais peut-être est-ce que ce serait le moment de lancer une campagne qui n'aurait rien à voir avec des élections, parce qu'en vrai, bon, je vais pas m'attarder là sur la séquence des sénatoriales, où il y en avait qui étaient très contents et d'autres qui étaient un peu moins contents, pour le dire comme ça, ou les européennes, où tout le monde Et on aura l'occasion d'y revenir. voilà, ou les européennes, où tout le monde s'écharpe sur des stratégies différentes, mais tout ça, ce sont des échéances électorales. Je pense que tout le monde a compris où on voulait en venir. Tout le monde veut ses élus, tout le monde veut ses postes, tout le monde veut ses subventions. C'est là où le bas blesse, c'est qu'en fait à la fin il y en a qu'un qui récupère la part du gâteau, et personne ne veut que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, ou que du moins sa part soit prise. Donc mettons cela de côté. Trouvons-nous peut-être une campagne d'envergure à mener pour gagner, pour essayer de gagner du terrain dans la bataille culturelle à gauche. On a tenté d'en faire une, par exemple, avec ADP à l'époque. Alors évidemment, ça n'a pas marché, parce que le niveau, je pense, d'intérêt populaire autour de cette question, voilà, du refus de la privatisation, je pense, n'était pas au rendez-vous. Mais peut-être discutons entre nous, trouvons un sujet sur les aéroports de Paris. Hein. Les aéroports de Paris et la Française des Jeux aussi, par ailleurs. Nous avions perdu cette campagne, et toute la gauche était fédérée autour de cette thématique, mais à l'époque, voilà, il n'y avait pas eu de NUPES, quand la gauche s'était fédérée, c'était peut-être, c'était encore, on va dire, peut-être, aller à un niveau balbutiant. Maintenant qu'on a peut-être un peu plus pris la main pour travailler ensemble, qu'on s'est côtoyé, voilà, dans des séquences où voilà, certains ont joué le jeu, par exemple pour législative. Moi j'étais sur une circonscription où c'était une candidate LFI qui faisait campagne. On s'est tous retrouvés, tous les représentants des partis politiques sur ma circonscription, et depuis on discute pas mal ensemble. Moi je serais prêt à remener une campagne unitaire avec mes camarades d'autres partis politiques, mais je ne veux pas entendre parler d'élections. Je veux que nous fassions une campagne qui fédère autour d'une cause, et pas juste autour d'une personne qu'il va falloir faire élire. Merci Axel. Avant de conclure, on va prendre encore 4-5 minutes si tout le monde est d'accord, avant de conclure et de poser la question à Rémi et à Axel, quelle est pour eux leur définition, leur vision de la camaraderie. J'aimerais revenir sur ce qu'on disait, et très rapidement, Cyrine, si tu peux réagir sur le petit propos que je vais donner. Mon but était aussi de sensibiliser les formations, les partis politiques, les adhérents, les militants et ceux qui ont une responsabilité, ceux qui ont un mandat dans les partis politiques, de dire attention aux quartiers populaires, attention à celles et ceux qui n'ont pas forcément accès à la politique et qui ne se retrouvent pas forcément non plus dans des universités qui sont des moments de discussion, de fraternité, de camaraderie, je le reconnais bien volontiers, mais si aussi la réforme des retraites et ce qui se passe aussi dans certains quartiers populaires doit nous interpeller, ça doit aussi peut-être nous interpeller par rapport à notre façon de faire de la politique, peut-être un peu plus dans des endroits sensibles, dans des endroits difficiles, et pas forcément dans des endroits acquis et faciles. Cyrine, ton regard sur ça?
Bah, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, et ça rejoint ce que j'étais en train de me dire pendant que vous parlez des universités d'été, et c'est ce côté très, bon, on s'écoute parler, et en soi, et je ne pense pas qu'on débatte tant de fond, et je me permets d'être critique parce que, comme on l'a dit, on est de la même famille, la gauche est une seule famille, donc on est critique avec sa famille parce qu'on l'aime et qu'on veut qu'elle s'améliore. Mais effectivement, déjà, c'est pas simplement inviter quelques personnes et puis écouter des gens parler pendant des heures, et que ces personnes juste déblatèrent de très beaux discours, c'est très bien, mais c'est se poser et trouver de vraies mesures, et totalement sur les quartiers populaires. C'est un fait sociologique de base qu'on apprend au lycée en sociologie. C'est le langage utilisé ne sera pas compris de la même façon en fonction des personnes. Je ne parle absolument pas, bien sûr, de faculté intellectuelle, hein. Je parle juste de code, de code de langage. Et en fait, c'est rendons la politique accessible à tout le monde. Parce qu'on le voit aujourd'hui, hein, l'écrasante majorité des personnes en politique sont des personnes ayant fait des études. Pourquoi? Parce que les personnes qui n'ont pas fait d'études sont en train de travailler et n'ont pas forcément, ont peut-être beaucoup moins de temps, ou ne se sentent tout simplement plus concernés par la politique parce on ne les inclut pas, et ça vaut beaucoup plus pour les quartiers populaires. L'écrasante majorité de mes amis qui viennent aussi de quartiers populaires ne vont pas voter. Et quand je leur dis, mais c'est une aberration, allez voter, allez-y. Moi, ma mère depuis que j'ai eu 18 ans, m'a toujours, enfin, forcé, j'abuse, mais forcé à aller voter en me disant c'est ton devoir de citoyenne. Et je leur dis, mais allez voter. Ils me disent, mais à quoi bon? Donc ça rejoint aussi ce qu'on disait sur la démocratie. À chaque fois, mais à quoi bon? Ça sert à rien. Ils ne nous calculent pas. Et quand ils c'est les personnes au pouvoir, mais c'est notamment les partis politiques, et l'image que l'on renvoie, et on en est responsable, c'est vous êtes complètement déconnectés, c'est que des petites querelles pour avoir des postes et pour être élus. Eh bien, prouvons à nos concitoyens et concitoyennes de quartier populaire que ce n'est pas le cas, et que nous les écoutons. Et en ce sens, je salue vraiment le travail des députés de la NUPES au Parlement, parce que j'en suis beaucoup, et je vois tout leur retour en circonscription, enfin, le fait qu'ils et elles soient vraiment au contact de leur circonscription. Mais effectivement, il y a cette accessibilité vis-à-vis des quartiers populaires. Il y a les thématiques que l'on aborde. Par exemple, je sais pas moi, mais si on débat sur écosocialisme ou Très social... rapidement, hein. Oui, très rapidement. Écosocialisme ou social écologie, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est avoir des mesures concrètes, et donc c'est rendre accessible la politique à tout le monde, inviter directement les gens, parce que comme ce qu'on disait tout à l'heure, ce que disait Axel, on n'est pas juste là pour tracter, on est là aussi pour avoir du fond. Et nous, tout comme le PCF, chez Génération, on organise énormément de formations pour avoir une vraie opinion, pouvoir parler des choses. Donc là, moi, ce que j'ai envie de dire à ma famille de gauche, c'est rendons la politique plus accessible, allons au contact des quartiers populaires, arrêtez d'avoir peur d'aller chez nous. On ne vous mordra pas, bien au contraire, on a besoin d'être écouté. C'est ce que Ali Rabet disait, qu'un maire génération, le maire génération de Trappes, il disait en fait, on ne nous écoute jamais. Les jeunes de mon quartier me disent, à chaque fois, on ne nous questionne pas. Là, on regarde tous les plateaux télé par rapport aux violences policières et la mort de Naël. À part Ali Rabet, j'ai quasiment vu aucune personne de quartier populaire et personne racisée. Donc c'est rendre la politique accessible et écouter les quartiers populaires. Et peut-être que là, oui, effectivement, ils viendront aux universités d'été. C'est la raison pour laquelle aussi je vous remercie de participer à ce podcast Camarades, disponible sur YouTube, Spotify, Deezer, et c'est un moyen d'aller toucher, d'aller sensibiliser et d'aller interpeller aussi toutes celles et ceux qui sont sur ces plateformes. Et je pense que nous avons la responsabilité, comme le font d'autres élus ou responsables politiques, d'aller dans des endroits où sont la jeunesse et où sont pas forcément celles et ceux qui sont déjà engagés en politique. Axel et Rémi, je vais vous poser la dernière question pour finir ce podcast. Quelle est pour vous votre définition, votre vision de la camaraderie? Axel et Rémi ensuite pour finir. Eh ben, camarade, tout d'abord, c'est un joli nom, comme le chantait Jean Ferrat. C'est un mot que j'emploie depuis longtemps, hein. Enfin, on l'emploie quand on est à l'école, hein, et on l'emploie quand on est dans le même syndicat, et on l'emploie quand on est dans le même parti politique, mais aussi au-delà. J'ai longtemps appelé camarade. Pour ça, je ne suis pas forcément dépaysé en arrivant ici, parce que dans le cadre des campagnes communes que j'ai pu faire avec des personnes d'autres organisations, j'ai toujours eu un peu parfois avec une ironie, mais jamais méchante, hein, j'ai parfois appelé camarades des gens qu'au demeurant, voilà, je ne considérais pas forcément comme étant dans le même bateau avec moi, mais c'est ça finalement qui fait qu'on est camarades. On n'est pas amis, quoique la camaraderie ne dispense sûrement pas de la courtoisie évidente.
et la bienséance voilà, dont on a tous besoin pour communiquer de manière intelligible. Mais la camaraderie, c'est vraiment cet esprit où nous sommes dans un même bateau, pour une même cause. Nous avons fait le choix collectivement de nous y engager, et de fait, cela nous lie dans une affinité commune qui, ensemble, nous permettra d'avancer. Et c'est là où c'est quand même quelque chose de fort, et aussi historiquement, hein, cette notion de camaraderie, c'est cette question de classe. Évidemment, en tant que communiste, moi je la vois aussi comme ça. Cette idée où on partage une situation qu'on subit, et contre laquelle on a décidé de collectivement s'entraider. Aussi, je dirais, c'est un esprit de partage, un esprit d'entraide, un esprit évidemment de réciprocité, de respect mutuel, de respect réciproque, et avec lequel on peut construire des choses merveilleuses. Cher Rémi. La camaraderie, c'est le fait de s'engueuler sur des idées politiques, notamment lorsqu'il y a des congrès, parce qu'un parti, pour qu'il puisse prôner la démocratie en extérieur, encore faut-il qu'il soit démocratique. Donc, c'est le fait de s'engueuler sur des idées, puis après d'aller boire un coup, alcoolisé ou non. Je ne ferai pas ici la promotion de l'alcool. Pendant des années, la gauche s'est lutter pour, au contraire, éviter que les ouvriers tombent dans l'alcoolisme. Donc, je ne fais pas la promotion de l'alcool. Mais elle s'est illustrée avec l'alcool aussi. oui, mais malheureusement, je pense à la fête de l'humain. Non, je plaisante. Mais voilà, la camaraderie, c'est s'engueuler, c'est débattre, c'est aussi un espace, et c'est aussi pour ça que je suis au Parti Socialiste, où moi, je n'aurais jamais rencontré les gens que j'ai rencontrés, parce que je viens d'un milieu social défavorisé, où, bon, c'était les HLM du Cantal, mais c'était les HLM. Donc voilà, la camaraderie, c'est ça, c'est faire en sorte qu'il y ait des espaces de discussion, des espaces d'échange, où on peut avoir des amis. Moi, tu as raison, Axel, tu m'as piqué mon introduction, j'allais commencer par Jean Ferrat. C'est un joli nom, camarade, et on peut trouver des amis, on peut trouver même plus parfois, on peut trouver des gens qui sont intéressants par les métiers, par les connaissances, et c'est une deuxième famille. Mais il faut pas que cette camaraderie se transforme en petite guerre partisane où on ne défend que notre boutique, où on ne défend que notre parti. Il faut toujours lutter pour des politiques publiques, pour l'union de la gauche, mais pas à n'importe quel prix. Ça sert à rien de sauter sur sa chaise en disant l'union, l'union, l'union. L'union, ça se construit. Et voilà. Voilà tout ce que c'est pour moi la camaraderie. Merci Rémi, merci à toutes et tous d'avoir pris le temps de cette discussion très passionnante. Et si on peut retenir un mot qui est peut-être pas assez sorti et qu'on peut encore plus sortir en conclusion de cet épisode, c'est le mot citoyen. Citoyenneté et citoyen. Et je sais que Pascaline, c'est un mot qui est important dans le mouvement que tu fais partie. Est-ce que tu veux conclure en 2 minutes sur ce mot-là? Donc non, on est toutes et tous des citoyennes et des citoyens, et effectivement, en tout cas, moi, nous, ce qu'on porte chez Place Publique, mais je pense que c'est même au-delà de ça, c'est le lien pour que la politique elle soit connectée et ancrée, et effectivement, elle doit s'appuyer sur les citoyennes et les citoyens et sur les combats qu'on doit tous mener au sein de la gauche, mais au plus largement avec les associations, avec les chercheurs, avec les collectifs qui militent eux aussi et elles aussi sur le terrain. Et ça revient de toute façon à ce qu'on a dit, qu'il faut aller sur le terrain et que c'est par le terrain qu'on commence à faire de la politique, et que c'est après qu'on va tirer le fil de la politique qui encadre et qui régule, mais au départ, c'est toujours un constat de terrain qui fait qu'on a envie derrière de pouvoir faire de la politique pour répondre à une problématique qui est celle de notre vie à toutes et à tous de tous les jours. Donc oui, au débat citoyen et à l'élargissement plus au-delà de nos partis politiques, de nos combats. Merci d'avoir participé à ce 3e épisode du podcast Camarades, et on se retrouve en septembre pour 2 nouveaux épisodes. Bonnes vacances et bonne période estivale à toutes et tous. Merci. Camarades, le podcast. Premier podcast avec des débats et des discussions entre camarades de toute la gauche.